Alors, pour me présenter, ben, ça c'est simple. Je suis naturaliste et forestier. Les deux, deux métiers naturalistes, de formation forestier. Alors, si on devait, en parlant votre langage, parce que je l'ai entendu ce matin, si je devais, donc le langage français, si je devais décrire l'association, ben, c'est la rencontre entre une bière et une frite, si j'ai bien compris. Et la bière a rencontré la frite et ils sont mariés et ça a donné Forêt et Naturalité. En fait, ça a surtout donné des questions en fait. Des questions, des observations, des voyages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que avec mon camarade avec qui on a fondé l'association, on avait tous les deux fait des études de sylviculture à l'école. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on nous disait sur l'écologie, tout ce qu'on nous avait enseigné sur l'écologie forestière, c'était certainement vrai puisque le prof l'avait dit. Mais on ne le voyait pas dans nos forêts. Nos forêts, ben, c'était ici, c'était en Entre-Sambre-et-Meuse, mais je veux dire, c'est pas loin de la Croiscaille. Et alors on nous parlait effectivement d'arbres qui poussaient ensemble de différents âges et tout, et que c'était une bonne chose, et patati et patata. Et puis on allait dans la forêt et c'était pas ça. Ou c'était pas exactement ça. Alors, j'ai demandé ben, comment un petit peu aller plus loin, comment essayer de comprendre l'application de tous ces acquis. Et on a commencé à voyager. Et on a trouvé beaucoup d'éléments de réponse en Pologne. Alors, au départ, on n'est pas allé en Pologne pour la forêt. Ah, merci beaucoup. Vous allez en Pologne, voilà, elle a déjà envie d'y aller. Elle est déjà partie. Vous allez à Biovieja. Ah ben, bon voyage. Vous n'y êtes pas encore. Hein, mais... Ça, c'est quelqu'un qui a du courage, hein, parce que c'est loin. Enfin, et donc on allait plusieurs fois à Biovieja, oui, mais au départ, on n'allait pas du tout pour la forêt. Au départ, on allait pour goûter les pierogies. Donc, c'était une rencontre frites, bière, pierogies, choucroute et compagnie. Et puis là, hop, il y a une forêt où il y a des bisons. Alors, on s'est un petit peu demandé, tiens, des bisons en liberté, ça doit faire un fameux saccage, parce que nous, on était toujours dans notre idée, l'herbivore fait des dégâts en mangeant nos arbres. Puis on a trouvé une forêt avec plein d'animaux, en fait, plein de biches, plein de chevreuils, plein de bisons. Et une régénération naturelle très très forte, et une forêt qui se portait très bien. Et des arbres qui n'étaient pas comme on le pensait, ou des arbres qui évoluaient tout seuls, et ils n'étaient pas tout tordus. Je me dis, mais c'est dingue ça. On pensait qu'il fallait un forestier pour avoir un arbre droit. Moi, on m'a toujours dit ça. Donnez la gage naturelle, soigne bien le gainage, et tout, et hop, tu auras un beau arbre bien droit, et ton travail sera bien fait. Et là, il n'y en a pas besoin. Je me dis, ben, la nature me pique mon gagne-pain. D'un autre côté, ça ne sous-entend pas non plus que les arbres sont toujours droits. Il y en avait qui étaient un petit peu tordus. Mais ce n'était pas un problème, puisque finalement, est-ce qu'il faut vraiment que tous les arbres soient exploités? Donc on a commencé à aller plein de fois dans cette forêt, et à aller dans d'autres forêts, à faire un petit peu tout le tour des forêts exploitées, pas exploitées, parce que la forêt de Tronchet nous a appris beaucoup de choses aussi. Pourtant, s'il y a bien une forêt qui est exploitée, c'est bien celle-là. La forêt de Soigne aussi à Bruxelles. Et au bout du compte, on s'est intéressé à ce qu'on appelle la naturalité. Donc le gradient, c'est un gradient en fait, la naturalité. Tout le monde voit ce que c'est ou pas? C'est un gradient de nature, si on veut, qui se trouve dans la forêt. On s'est dit qu'on a une vraie passion pour la forêt, à force d'aller, de l'étudier. Et ça serait une bonne chose, ça serait plutôt positif. Si vous voulez que je bouge pas, ça va être compliqué. Mais ça fait rien, j'ai un très bon profil là, ou je suis là. Ah, d'accord. Je vais essayer de ne pas vous trop bouger, frère monsieur. Alors, donc voilà, on s'est dit la naturalité, c'était intéressant en fait d'étudier le sujet et de le défendre au niveau wallon, parce que nous sommes wallons, et qu'il y avait en fait personne qui s'occupait encore vraiment à fond, une association qui s'occupait vraiment de développer et de défendre la naturalité au niveau wallon. Et donc de là est née notre association. Alors l'association, elle s'est intéressée à différents sujets. On a fait notamment la forêt de Biovieja. Vous allez me dire, oui, mais bon, la forêt de Biovieja, c'est bien. En Pologne, là.
Mais vous, Wallons, vous faites une agence de voyage que vous faites, parce que bon, quel va être le rapport entre cette forêt-là et la forêt de Chine? Et bien on a travaillé dessus et on a vu qu'il y avait beaucoup de points communs dans la façon d'aborder la forêt. Ça, ceux qui étaient là hier soir, vous avez vu le film. Ceux qui n'étaient pas là hier soir, ben vous pouvez aller voir le film sur YouTube, vous tapez notre nom, si vous ne le trouvez pas, ben vous cherchez. C'est là, c'est là, c'est là. Et puis, donc on a travaillé sur cette forêt-là, et ça nous a mené en fait au scolite. Ben, depuis quelques années, il y a cette crise du scolite, et ben, on a toujours, ben, je crois que là, pour ça, en tout cas, je prêche à un public assez convaincu, et là-dessus, je ne vais pas m'étendre, mais c'est toujours l'idée qu'on a eu encore ce matin. On se retrouve avec vous, et on est donc dans une grande forêt, mais il n'y a plus d'arbres. Donc on se dit qu'il y a un truc, il y a un truc qui ne va pas. Et cette réponse, cette sensation, on l'a trouvée aussi en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, on se retrouvait dans des forêts soignées par l'homme, où il n'y avait plus d'arbres. Alors ça nous a posé beaucoup de questions, et donc on a développé le sujet du scolite. Alors, après, donc pour vous dire jusqu'où on arrive, on a ceci. Et vous savez, c'est quoi le plus dingue? C'est que c'est gratuit. Je ne vous vends pas un truc. Par contre, si vous le prenez après, vous avez une obligation, c'est de le lire. Si vous ne le lisez pas, laissez-le. Ou vous allez sur le PDF qui est en ligne, qui est gratuit aussi. Si il y en a qui préfèrent l'avoir en papier, ok. Ça, c'est 2 ans de travail, et c'est vraiment un débat de fond, un débat d'idées. Donc voilà, c'est valable pour la Wallonie, mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas... Bon, entre ici et de l'autre côté de la frontière, à part que de l'autre côté de la frontière, ils mangent des frites et de la bière, et vous du saucisson et du vin, je veux dire, il n'y a pas grande différence. Eh bien, ce document-là donc, est tout à fait... ben, vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut quand même boire de la bière et manger de la frite de l'autre côté de la frontière? Oui, mais par exemple, nous, quand on mange du saucisson, on vient chez Joël, je ne sais plus comment, à Arny, chercher son saucisson de sanglier. Je veux dire, chacun, donc tu vas t'acheter ta bière à Jodine, quoi. Hein. On ne prend pas une bière du quoi. Hein. Une autre question? Est-ce que vous avez une méthode de... Quand vous étudiez un sujet comme ça, soit sur une forêt, soit sur une thématique donnée, quelle est votre méthode d'investigation? Comment vous démarrez et comment ça évolue pour donner un document final qui soit cohérent? Donc, ça, c'est intéressant il y a, de connaître un peu la genèse. Comment travailler. Voilà. Au départ, il n'y a pas un moment où on se dit « Ah ben, on va commencer aujourd'hui sur le sujet lambda ». C'est plutôt on passe beaucoup de temps ensemble dans la sauce. Donc on est, en plus de travailler là-dedans, on est potes. Et donc on passe beaucoup de temps à toute autre chose que la nature. Et notamment à parler. Et des soirées à parler en buvant de la bière ou du café. Beaucoup de temps à se questionner, à lire. Et puis, à force d'être tout le temps ensemble, à un moment, il y a souvent un sujet qui fait consensus. Et ben là, on se dit, ben, sur ce sujet-là, il y a quelque chose à faire. On pourrait apporter notre pierre à l'édifice. Et donc de là commence la réflexion. Et en fait, il y a les informations qu'on va chercher ne sont pas, il n'y a rien de caché. Il y a, dans la nature, il n'y a pas de secret défense. Tout est là, tout est dans la presse. Avec YouTube, maintenant, vous avez l'avis de tout le monde. Et puis voilà, et puis ça se construit petit à petit. Est-ce que j'ai répondu? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui vous manque comme élément de réponse? Est-ce que vous rencontrez régulièrement des chercheurs qui travaillent sur cette thématique-là? Oui, bien sûr. Oui. Mais donc là, ça fait partie de la docu. Donc oui. Ça, pour le scolite, par exemple, pour le scolite, qu'est-ce qu'on fait? Mais dès qu'il y a quelqu'un qui va parler du scolite, quel que soit le point de vue, ben alors on va aller écouter. Dès qu'il y a un document qui passe, bien sûr, on va l'écouter. Pour ça, les sites internet sont bien foutus. Donc tout site internet qui traite du sujet, que ce soit forestier, moins forestier,
on va regarder, il y a des capsules, on rencontre les gens aussi, on va à leur rencontre, ça c'est clair. Donc vous vous comportez un peu plus finalement comme une banque de données que vous récupérez et que après vous synthétisez? Oui, il y a un travail de réflexion là derrière. Oui. Parce que on ne reproduit pas, on ne fait pas une étude bibliographique de la chose, ça c'est clair. Nos idées, elles découlent de toutes les observations qu'on a pu faire et des rencontres, mais si on n'a pas une idée nouvelle, si on n'a pas une idée, enfin pas nouvelle, si on n'a pas une idée propre qui peut apporter sa pierre à l'édifice, alors on n'investit pas notre temps dans le sujet. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et bon, enfin voilà. Et est-ce que vous avez essayé d'appliquer le fruit de vos réflexions, vous essayez de l'appliquer sur le terrain ou de le faire appliquer par des gens sur un terrain donné pour voir si c'est vraiment applicable dans la pratique? Nous, on est une association d'idées. Donc, on essaye... Non, si vous voulez. Et l'objectif, c'est d'ouvrir le débat. Donc, on n'est pas salarié par notre association, dans notre association. L'association ne reçoit pas de subsides et donc est subventionnée, on va dire, par des dons ou par nos salaires. Ce qui permet d'avoir une totale liberté. Mais, il y a aussi la contrainte, c'est qu'on a un boulot à côté. Donc, on a le temps qu'on a à consacrer à tous ces... Donc, je reprends. Donc, on a le temps qu'on a à consacrer aux différentes études qu'on mène. Oui, attendez, parce que je dois terminer, mais j'ai oublié la question. Notre rapport au terrain. Oui, voilà. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sur la crise du scolite, ce que je vais vous présenter après, on a proposé 6 points à la ministre. Donc, au niveau régional, 6 points. Dans l'idée, voilà, on les propose. La ministre les prend ou pas, ça on verra après. Bon, mais ça c'est une autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que avant le débat du scolite en Wallonie, il était là. Et nos idées, elles sont là. Donc on élargit. Voilà, nous on se situe là-dedans. On ne va pas proposer un itinéraire sylvicole technique pour ce matin, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on propose exactement? Non, ça c'est pas, enfin on n'est pas là-dedans. J'ai répondu? Parfait, oui. Moi, je voulais savoir quelles étaient les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé dans votre association. Si vous êtes spécialisé sur la forêt, si c'est plus général sur tout ce qui est biologie, et si éventuellement c'est arrivé que des personnes extérieures vous proposent un sujet ou que quelqu'un qui a des responsabilités d'élu quelque part vous demande de travailler sur un sujet parce qu'il vous connaissait, parce qu'il avait besoin d'informations. Donc nos sujets, c'est clairement défendre la naturalité. Les sujets qu'on a plus développés pour l'instant, donc il y a la forêt de Biovieja, donc là c'est la forêt de Biovieja et la gestion forestière en fait. Un peu compliqué, vous avez vu le film hier, je ne vais pas revenir dessus. Puis on a le scolite, donc là ce sont les propositions aussi dont je vais vous parler après. On a aussi développé le thème sur le loup, le retour du loup. En fait, on a pris le retour du loup pour développer le retour du sauvage et se poser des questions en fait vis-à-vis de la naturalité en forêt. En fait, tout ça, ce n'est qu'un tout. Quelque part, le scolite et le loup ne sont pas des sujets très éloignés, puisque ce sont deux sujets. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans. Puis il y a aussi le castor, ça il est en développement, puisque là aussi c'est un super sujet en fait. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Alors est-ce qu'il y a, par exemple, si un élu, je sais pas, venait et nous dit, ah ben voilà, on aimerait bien que vous développiez un sujet X, Y, qui n'est pas dans ceux qui sont développés. Ben, nous on va lui dire d'accord, pas de souci, si on est convaincu du sujet, d'abord on va y penser, et puis bah ok, pas de souci. Mais alors là, il faut aussi qu'on puisse le faire. Donc pour l'instant, nous on est en train de se demander, tiens, est-ce qu'on ne commencerait pas à essayer de trouver des subsides ou de l'argent en plus grande quantité. Et nous, on ne voit pas l'argent comme étant vraiment purement financier, mais comme étant du temps. Parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on grandit et qu'à un moment, il va y avoir un souci de temps. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ok, parfait. Donc, voilà qui on est. Donc, pour aujourd'hui, pour le scolite, c'est ça, c'est savoir. Et après, voilà, j'en profite parce que
vous nous avez mis ça, hein, on laissait là derrière devant les portes des toilettes. Ici, bon, il y a un pupitre, hein, bon, on l'utilise quoi. Hein. D'ailleurs, si vous avez une donation à faire pour notre association, ça serait très bien. Hein. Nous sommes partants. Donc, le constat du scolite, ça, je ne vais pas développer, parce que ça, on en a déjà beaucoup parlé. Réchauffement climatique, clairement, notre façon de voir la crise du scolite, c'est que le problème, ce n'est pas le scolite en tant que tel, c'est une grosse partie en tout cas, c'est concernant le scolite, hein, c'est le réchauffement climatique qui va avec. Comme on ne va pas savoir contrecarrer le réchauffement climatique dans les années qui viennent, même probablement dans les siècles, il va falloir faire avec. Donc, on ne va pas essayer, on ne va pas se dire, ah ben, on va par tous les moyens rentrer dans une approche technique de combattre le scolite. Donc ça, c'est une première chose. Donc le scolite, bien sûr, il fait partie du cycle, hein, on en parlait ce matin. Pour nous, ce n'est pas un animal qui est tombé n'importe où, qui arrive. Non, non, il fait partie de la forêt, il est là. Il a sa place. Il est à sa place, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il est à sa place dans la forêt. Et quand on parle de forêt, quand on va à Biovieja, ou quand on va ailleurs, hein, ou même en France, si on va dans des endroits où il y a l'épicéa qui est là de façon assez naturelle, ces forêts-là, si on doit les dessiner, on passe beaucoup de temps à dessiner en fait pour schématiser les choses. Si on les dessine, elles n'ont rien à voir avec les forêts d'épicéa, donc l'épicéa qu'on a ici dans la Croiscaille. Elles sont bizarres, les forêts ici. D'ailleurs, je ne voudrais pas, on parlait de chevreuil tantôt, je ne voudrais pas être un chevreuil qui vit dans les pessières, là au-dessus. Parce que s'il n'y avait pas les coupe-feu, il devrait manger du bois, ou je sais pas, il n'y avait pas grand-chose à terre, ou des aiguilles mortes. Donc ce sont des drôles de forêts quand même. On en parlera après. Donc tout ça fait que donc, pour l'instant, il y a une crise sur le scolite, là je ne développe pas non plus. Et on s'est demandé, et là je parle pour la Wallonie, parce que le contexte français, ici il est assez proche. Mais la France, vous avez un tellement grand pays que ce n'est pas applicable à la France, enfin, à mon sens. Il y a des spécificités régionales chaque fois. Vous avez un très beau pays, hein, c'est pas ça. Hein, mais... Donc, nous on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit d'abord qu'au niveau de la gestion de la crise du scolite, ah ben c'est assez comique ça. Mon cours, que j'ai suivi en 95 sur l'approche sanitaire de la forêt, c'était un cours de la réputée école d'agronomie de Jean Blou, et c'était un cours qui datait de 1965. 1965, je dis, c'est chouette, la lutte contre le scolite est intemporelle, avec toujours les mêmes choses qu'on nous disait, encore maintenant en fait, hein, c'est-à-dire ne pas laisser l'arbre rapidement le sortir, enfin il y a vous voyez toutes les interventions qu'on nous demande de faire, et si vous faites ça, ça ira mieux. 1965, on est en 2020, c'est toujours la même chose, et le constat est le même. Si on doit soigner le Covid avec la même efficacité qu'on a soigné le scolite, on n'en est pas sorti. Hein. Là, donc on se dit, bon, ben, c'est l'inefficacité de la méthode. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait de grandes études pour s'apercevoir que ben, ça ne fonctionne pas. Ou si ça fonctionne, c'est mal utilisé. En tout cas, le scolite, il y en a tant et plus. On voit aussi que c'est très coûteux. Finalement, toute cette façon, donc en gros, il faut très rapidement couper les arbres scolités. Ok, mais quand on coupe les arbres scolités, c'est toujours la même chose. On les coupe, même si on fait des chemins de cloisonnement, ce qui est loin d'être le cas partout, la régénération naturelle, elle en pâtit. Et la régénération naturelle, c'est quand même du gratos, ça. Donc le fait d'exploiter rapidement, il faut aller vite, ben, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que finalement l'investissement futur qui est là et qui est gratuit, il est réduit à peau de balle. Donc ça veut dire qu'on doit réinvestir, comme vous disiez ce matin. Et tout ça, ben, c'est coûteux. Alors il n'y a pas que ça qui coûte. Vu que on a ici un apport de bois
Et donc il y a un apport de bois qui est vraiment conséquent. Pour la Belgique, on a très peu de grosses scieries, il y en a 3. Et donc on se retrouve avec 3 acheteurs qui vont avoir un petit peu un monopole et qui vont avoir la possibilité d'influencer les prix vers le bas. Ouais, mais donc ça veut dire qu'on perd des sous à la régénération, on perd des sous à la vente. C'est quand même coûteux comme gestion de crise. Et surtout, l'efficacité, désolé, mais elle n'est pas au bout. On voit aussi, au niveau de la gestion, on nous demande dans nos lois d'exploiter. Par exemple, il faut exploiter en 3 semaines, il faut exploiter un peuplement qui est scolyté. Bah, ok, mais quand c'est au niveau de la région wallonne, tout d'un coup, on fait x10, x20 le nombre de mètres cubes qu'il faut exploiter en un moment. Le nombre de bûcherons et de machines ne suit pas. Donc, on ne sait pas. Donc là, il y a un problème aussi d'application de ce qu'on nous demande, en fait. Et oui, voilà. Et donc, au bout du compte, on doit exploiter vite, mal, on perd des sous. On peut se dire, bon, mais est-ce que l'avenir de la forêt, il est encore, est-ce qu'il est encore assuré avec ces méthodes? Est-ce que finalement, est-ce qu'on fait les bons choix? C'est une question. Ce qui est certain, c'est que tous les forestiers, qu'ils aient mon point de vue ou pas, ils aiment leur forêt et ils veulent arriver à quelque chose de positif. Il n'y a personne, ou peut-être vraiment un drôle, qui n'aime pas sa forêt et qui lui veut du mal et qui veut qu'elle périclite et qu'elle disparaisse et que... Non, ça normalement, hein, à part vraiment un drôle, il n'y a pas. Mais le point de vue des uns et des autres est clairement différent. Pour ce qui est du fait que la forêt pourrait péricliter, ça on entend souvent, ça en tout cas chez nous, ah ben il faut gérer la forêt avec les scolytes, ou sinon elle va disparaître. Et là encore une fois, allez faire un tour, ben, il y en a plein qui vivent dans les bois. Vous coupez autant d'arbres que vous voulez, alors parfois il faut attendre un petit peu plus longtemps. On est bien d'accord, ça ne se passe pas toujours en 1 an, parfois peut-être même pas en 4 ans, ça dépend. Parfois c'est en 20 ans, parfois c'est peut-être en 30 ans. Mais au bout du compte, votre parcelle, elle donnera toujours une forêt. Alors, je reprends votre exemple de tantôt, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Vous parliez de la fougère. Ah ben la fougère, donc là, c'est ce qu'on paraît tant. La fougère, on va bien dire l'école, la fougère c'est une misère. Quand elle arrive, il n'y a plus de forêt. Elle stoppe l'évolution de la forêt. Waouh! C'est quand même forte, quoi. Et puis, alors je me vois encore à l'école, hein, on était allé, c'était une plantation de pin sylvestre, très peu dense, avec plein de fougères en dessous. Et là, donc, le professeur qui nous dit, voilà, la fougère, stop l'évolution de la forêt. À cause d'elle, il n'y a pas de régénération naturelle, c'est la merde totale. Donc, il faut tout couper. Alors, nous, on écrit, hein, pas de souci. Oui, mais, enfin, je veux dire, ça peut être, c'est un peu drôle, mais est-ce que ça se passe pas comme ça? Complètement. Et puis, dans les forêts primaires, donc on va voir, et on ne retrouve pas ces grandes plaques de fougères. On ne les retrouve pas, il y a de la fougère, c'est pas ça, il y en a, mais pas ces grandes plaques. Donc en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, la présence de cette fougère, elle est due au déséquilibre que nous avons appliqué à la gestion de la forêt. Et donc finalement, le point très négatif de la nature, ben, finalement, on l'a peut-être bien induit. Et au bout du compte, de toute façon, même dans cette plantation de pin, si on la laisse aller, il y aura une forêt. Ça prendra plus de temps, mais 20 ans, 30 ans plus tard, il y a toujours bien quelque chose qui arrivera à pousser entre eux, qui fera de l'ombre, et ainsi de suite. Toujours. Donc, le coup du scolyte qui détruit de la forêt, pas d'accord. Il détruit peut-être la forêt de production qui était présente avant. Ok, oui, mais alors si on commence à aller regarder ce qu'on a fait avant, alors on va regarder ce qu'il y avait avant la forêt de scolyte. Et là, il y avait une autre forêt qu'on a détruite pour mettre la forêt de scolyte. Donc, au bout du compte, on n'a pas... je ne sais pas qui a le plus détruit, mais quand je vois la forêt dans laquelle on s'est retrouvé tantôt, il n'y a plus d'arbres. On l'a soigné, on l'a bien... Donc, bon, je ne sais pas qui détruit le plus, mais en tout cas, voilà. Quand on est passé, il restait des myrtilles. C'était déjà ça.
Donc voilà, ça c'est le chapitre sur la gestion de la crise. Est-ce qu'il y a des questions? Ou de gens qui ne sont pas d'accord? Donc il n'y a pas d'insulte, comment ça va? Oui. Oui, lundi, on a une intervention d'un député de la République française, ici, qui nous a dit, quasiment le contraire de ce que tu viens de dire. Il ne faut pas regarder ce qui s'est fait avant les épicéas, parce que maintenant, c'est maintenant. On ne va pas critiquer, on ne va pas chercher les responsabilités, etc. Il faut aller de l'avant. En France, l'avant, aller de l'avant, c'est le plan de relance. Et si aller de l'avant, c'est refaire ce qu'on a fait il y a 100 ans, c'est le plan de relance. Bon. Voilà. Donc, pour moi, il y a la formule qui dit « celui qui ne connaît pas son passé est appelé à le revivre ». Et si on ne s'interroge pas sur les causes de la crise, qui n'est pas une crise d'ailleurs, quelque chose qui dure 30 ans, c'est pas une crise. Une crise, ça dure quelques jours, quelques mois, pas plus. Donc il n'y a pas de crise de ce Covid, comme il n'y a pas de crise de la Covid. Mais c'est pas vrai. Il faut bien voir et comprendre, étudier, c'est relativement facile, pourquoi on a ces problèmes de scolie et où sont les responsabilités et ne pas refaire la même chose. On peut dire maintenant la même connerie, mais en tout cas la même chose. Oui, les responsabilités, ça... Oui, donc les responsabilités, ça... Là-dessus, je dirais un contexte historique différent, ça va être difficile de mettre des responsabilités et il n'y a pas trop d'intérêt à voir maintenant, en tout cas, est-ce qu'on va mettre une responsabilité? Là-dessus, je serais plutôt à dire, bon, on va construire l'avenir. Voilà. La responsabilité, on est tous à zéro maintenant on va voir ce qu'on va faire. Je serais plutôt là-dessus. Et ce qui a été fait, voilà, a été fait. Il faut voir aussi pourquoi on a planté ces épicéas dans le temps. Donc, pourquoi on les a plantés? C'est parce qu'il y avait un problème technique au niveau, en tout cas pour la Belgique, mais ça devait être le même pour les Ardennes, il y avait un problème technique d'approvisionnement de bois. Et donc, là, on a apporté une solution technique. C'est-à-dire, on a planté des arbres avec une façon de faire pour avoir rapidement du bois. Ok, ça, c'est en 1900. Maintenant, on est en 2020. On a un problème technique, là. Les paissières se font coloniser par les scolites et on a une forte perte économique due au volume de bois qui ne sont pas exploitables ou en tout cas aux pertes financières qu'on a. Ok. On est 120 ans plus tard et c'est un autre problème. Et on reprend la même solution technique qu'en 1900. Je vais prendre une image simple. C'est, je suis en 1900, j'ai un problème technique de déplacement. Qu'est-ce que je fais? Je refaire mon cheval, ou je lui donne de l'avoine. Je suis en 2020, j'ai un problème technique de déplacement, je ne mets pas de l'avoine dans mon réservoir de bagnole. Je mets pas les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et donc la solution de 1900, c'était une solution de 1900. Maintenant, dû au fait à la perte de bois, on va dire, et à la perte économique, donc le défi technique qu'il y a pour l'instant, on ne peut pas reprendre la même solution et replanter. C'est-à-dire qu'on pourrait, si ce n'était pas pour refaire la même chose, parce que mon père a fait comme ça et mon grand-père a fait comme ça, si c'était réfléchi, mais là ce n'est pas le cas. Page 12, c'est ça? Page 1. Les paissières sont des champs d'arbres et non des forêts à qui il manque la diversité, stabilité et résilience, ce que nous montre parfaitement ce dossier de Jean-Claude Genot. Merci Jean-Claude. Ben voilà. Là, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est une grosse difficulté quand on parle de forêt, c'est qu'il y a aussi autant de définitions de forêt qu'il y a de personnes. Vous êtes un doux rêveur, disons. Je suis, je ne sais pas moi, un écologiste. Vous êtes musicienne, vous vivez en ville. Chacun a sa définition de la forêt. Mais on parle de forêt. Et on va devoir... C'est là où il y a des malentendus quand même. Oui. Enfin, c'est un peu le sentiment. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Juste un point commun qui est lié à ce qu'on a dit juste avant, c'est que même si c'est un champ d'arbres ou une forêt, je suis le premier qui soit forêt à dire les champs d'arbres ne sont pas des forêts, mais bon, si on le prend au sens large, forêt, il y a un point commun qui est que c'est des cultures qui se développent à l'échelle de plusieurs décennies. Et par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, moi je suis stupéfait de voir que depuis des décennies et des siècles, on ne se rend pas compte d'une évidence, c'est que le temps long forestier doit toujours commander au temps court de l'économie. Et on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on a un besoin ponctuel dans l'histoire
Puis on se rend compte que 20 ans après, pour la papeterie, ou 50 ans après, on a planté pour rien. Mais c'est un discours qui n'est jamais entendu par la filière. Quand il y a la Fédération nationale du bois qui nous a demandé de planter des résineux encore il y a quelques années, quoi, il n'y a même pas 10 ans. J'étais à un colloque avec FNE, on m'avait invité à titre syndical, et j'avais à côté de moi le patron de la Fédération nationale du bois qui disait « Planter du Douglas, il y a un manque cruel de bois résineux en France. » Et puis là, moi je lui ai dit « Oui, d'accord. Vous me signez un contrat d'approvisionnement, la livraison c'est dans 60 ans. » Et il n'a pas compris, il ne comprenait rien. Ça c'est une réalité, on va voilà, la même chose. Toutes les erreurs, c'est toujours le même schéma, c'est que en forêt, champ d'arbres, si on veut, en culture pluridécennale, allez, on va dire comme ça, il y a un truc au moins qu'on pourrait tous comprendre, c'est que ça ne doit pas être les besoins du moment qui commandent, c'est bien l'évolution, l'observation de la ressource. On n'en sort pas. Non, et comme vous dites, c'est un constat qui est là depuis toujours. Ouais. Allez, on parle franciscain, on parle souvent dans ces interviews, le temps végétal et le temps animal, c'est pas la même chose. Voilà, ça c'est clair. Alors, oui. Je peux juste faire une remarque sur ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. Modulo le fait que dans l'immobilier, la construction, le BTP, on peut avoir une évolution des matériaux utilisés pour l'isolation. Par exemple, on prend de la fibre de bois plus ou moins compactée. Si tu te dis, voilà, c'est ça l'avenir, effectivement, on va avoir un besoin en approvisionnement en bois parce que dans 50 ans, on ne fabriquera plus que des maisons, je ne sais pas quoi, peu importe, mais comme isolant, si on en a encore besoin en fonction de comment on construit, on mettra de la fibre de bois, il n'y aura plus de fibre de verre, il n'y aura plus de fibre de roche, etc. Donc là, mais ça s'inscrit exactement dans ce que tu dis. C'est parce que là, on se met dans le temps long. On ne répond pas aux besoins du moment, on s'inscrit dans la durée. Mais on peut s'inscrire dans la durée tout en étant dans la filière bois quand même. Sauf que c'est pas Ok, alors, donc dans les différentes solutions, parce que c'est ça, qu'est-ce qu'on propose? Parce que le constat, je crois qu'on le pose tous. D'abord, avant de proposer des points précis, on s'est rendu compte que on allait vers quelque part une révolution sylvicole. Que le modèle tel qu'il est développé pour l'instant, en tout cas pour nos forêts chez nous, la monoculture intensive, écuyenne, là on arrive au bout. On s'est retourné, on a regardé un petit peu pour la Wallonie, là, les différentes espèces qui ont été réintroduites et qui ont été introduites pour la production de bois et qui ont été cultivées de façon très intensive. Là, c'est juste de l'écuyenne intensif. Parfois avec un mélange de deux essences et encore. On regarde le Douglas, et ici depuis quelques années, la Cicisdomie est en train de faire chuter les cours de productivité. On regarde l'épicéa, donc chez nous, il n'est pas indigène, eh bien, là, voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. On regarde le pin sylvestre, jusqu'à peu ça allait encore, et puis cette année-ci, vous venez de notre côté, les pinèdes, elles sont toutes brunes. Donc il y a, mais toutes brunes, ça doit être le même plus ou moins par ici, hein. Et donc là aussi, on va voir vers quoi ça nous mène, parce que là, c'est cette année-ci. On regarde le pin noir, on l'a beaucoup mis chez nous sur les sols calcaires, c'était l'essence productive pour les sols calcaires. Et là, on se retrouve avec un autre souci, c'est qu'on l'avait mis pour étançonner les mines de charbon. Bon il n'y a plus de mines. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Et puis on regarde le mélèze, pour l'instant, ça va. Mais ça serait un petit peu naïf de se dire, lui, ça va aller tout seul. Il y a un scolyte qui pointe le bout de son nez là aussi. Donc au bout du compte, toutes ces essences exotiques cultivées de façon écuyenne, on se rend bien compte que on arrive en bout de course, quoi. Et pourquoi pas? Et là aussi, et pourquoi pas? Pourquoi pas se dire qu'on arrive en bout de course et qu'on va devoir revoir, c'est toute la filière là. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour la Wallonie, les 3 grosses scieries, elles sont prêtes pour recevoir des épicéas et pour recevoir un certain produit, clair, il est là. Si on change, je ne sais pas, par exemple, on se dirige vers une plus grande diversité des essences qu'on produit,
Donc, nous, clairement, on est pour les essences indigènes. Mais, je ne sais pas, on pourrait imaginer une scierie où il va vraiment se focaliser. Parce que c'est vrai que les scieurs, il faut reconnaître, un scieur ne va pas scier le lundi de l'érable, le mardi du chêne, le mercredi du hêtre. Enfin, ça va être compliqué d'un point de vue technique pour lui, pour effectivement, de devoir tout le temps adapter ses machines. Par contre, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, ben, chez nous, on a un type à Nîmes, par exemple, il fait que du chêne. Il pourrait faire deux essences. Hein, enfin, là, tout ça n'est qu'une question d'organisation. Et pourquoi pas se dire, ben oui, ok, on va redévelopper la sylviculture et la chaîne industrielle, la filière bois, pour des essences qui maintenant ont presque disparu. Dans la filière bois, elles sont toujours dans la forêt, mais plus exploitées de manière optimale par le scieur et par pourquoi pas. Et ces énormes scieries d'épicéas et de résineux, elles vont fermer. Oui, elles fermeront ou elles vont diminuer la voilure. Ah, mais il va y avoir une perte d'emploi. Oui, mais si on en ouvre d'autres à côté, il y a peut-être un gars qui devra changer de boulot. Et vous connaissez beaucoup de secteurs, vous, où on ne change plus de boulot maintenant pendant 40 ans. À moins, je veux dire, de rentrer dans l'administration et d'être nommé la première année. Je veux dire, normalement, on change un petit peu tous. Mais donc, au bout du compte, ce n'est qu'une évolution classique. Pourquoi pas? Pourquoi? En tout cas, dire non, ça serait bête. On s'aperçoit qu'il y a un problème. Maintenant, on peut être plus conservateur, plus bon. Ok, chacun a un petit peu sa sensibilité. Mais pourquoi pas? Donc, la fin d'un modèle technique avec la forêt, voilà. Alors, avec forêt et naturalité, il y a vraiment un premier point qui pour nous est vraiment importantissime, c'est la régénération naturelle. La régénération naturelle, avant tout, pour tout, partout. C'est celle-là qui doit primer pour tout. Et la plantation, en tant que telle, je vois pas, alors on en a déjà parlé, on se dit parfois, oui mais la plantation dans un cas bien particulier. Alors, effectivement, je vais reprendre ces fougères, si on se dit, ok, là il y a des fougères, il faut rapidement que la parcelle rapporte des sous. Alors là, on va devoir couper les fougères, planter et... Bon, ça c'est un point de vue sylvicole, voilà, ok. Si on part sur un autre temps, si on part sur le temps que, ok, ben, la forêt ne doit pas à tout moment rapporter le maximum d'un point de vue économique, puisqu'elle a plein d'autres services écosystémiques. Ok, mais on va laisser la régénération naturelle s'installer, ça prendra peut-être 20 ans. Pourquoi pas? Comme vous disiez tantôt avec les chiffres, finalement, quand on se retrouve avec une plantation, enfin on fait une plantation, on doit l'entretenir, ça coûte plus que ça ne rapporte. Alors là, la fougère nous fait même gagner des sous. Donc, tant qu'à faire, tant mieux. Oui. Il me semble aussi que quand on plantait une essence, c'est qu'on estimait un besoin futur. On plantait aujourd'hui pour un besoin futur. Si tu ne cultives que des essences indigènes, en fait, tu figes, tu auras toujours le même produit dans le temps. Et la plantation, pour moi, c'était ça aussi. On pensait que dans 20 ou 40 ans, on aurait besoin de ça, on plante aujourd'hui, donc on fait un changement d'essence. Donc là, il y a beaucoup de... Je vais essayer de structurer ma réponse, parce que là, il y a plusieurs... C'est pour moi la question de la réponse. Donc il y a l'introduction des essences exotiques ou pas, pour diversifier. Là, encore une fois, comme l'histoire, hein, celui qui ne connaît pas son histoire était condamné à la revivre éternellement. Les non-indigènes, ben, ça foire. Ça foire. Alors parfois, pendant un temps T, relativement court, c'est bingo. Mais qui va mettre ses sous là-dedans? Un privé n'est pas fou. Une commune, on pourrait dire, ah ben, une commune, de toute façon, on s'en fout, c'est l'argent de tout le monde. Ouais, ben non. Donc qui va prendre ce risque-là? En sachant que là, alors on ne met en avant que le côté économique des différents services écosystémiques que nous offre la forêt. Tous les autres, on les foule. Les autres, il n'y a pas. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, le bois c'est génial. Je veux dire, il y a quand même, parce que ce qu'on pourrait sous-entendre avec ce raisonnement-là, c'est qu'on va avoir besoin de bois qui n'existe pas chez nous. En fait, que nos arbres à nous ne sont pas capables de fournir certaines caractéristiques bien précises. En fait, si on se dit, on va faire un produit industriel,
une invention, Dieu sait quoi, hein, et on veut que ça soit la forêt qui s'adapte à notre produit, alors effectivement, il va falloir planter. Mais nous, on parle d'évolution, révolution sylvicole. C'est-à-dire, on va plutôt voir ce qu'il y a, on a une idée, et on va s'arranger pour que ça fonctionne. Je vais prendre Ikea. Ikea, ils faisaient du bois, qu'ils appelaient du bois blanc, donc beaucoup d'épicéas, il y avait aussi des pins. Et puis, dû à la demande, donc c'est devenu à la mode, les prix ont monté. Monté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt que d'essayer de faire toujours rentrer l'épicéa dans leur chaîne, je sais pas, en faisant des chaînes plus petites, vraiment quelque chose de tout à fait, donc une solution vraiment technique, mais ils ont développé la sylviculture du boulot. Ben voilà. Alors je suis loin de faire la promotion d'Ikea, hein, là, mais je veux dire, voilà, on peut s'adapter, c'est pas un souci. Il faut pas adapter la forêt à nous, et nous on ne doit pas non plus spécialement s'adapter 100% à la forêt. Bon, on pourrait, hein, notre bien, on pourrait. Mais, j'étais clair ou pas? Oui, parfait. En parlant d'IKEA, la société... Oui, enfin bon... non, mais en ce moment, elle a besoin de quoi? Elle a besoin plutôt de faire du pelé, faire du granulé, du compressé, et le massif. Aujourd'hui, faire des meubles en massif, plus personne n'en veut, plus personne n'en fait. Enfin, je veux dire, même la vision de la forêt est aussi disparaît. Je ne suis pas d'accord avec vous, hein, moi. Comment? Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Parce que la société, elle a besoin de forêt, avant toute chose. Je pensais que vous disiez on a besoin de pelets et tout. Non, on a besoin de forêt qui rend des services écosystémiques dans laquelle vient s'insérer. La société, je ne parle pas de moi, là. J'ai pas de pelé. Ah non, je ne vous juge pas. Hein. Les cuisines aussi, elles imitent le bois, enfin, je veux dire, à la perfection. Il y a même, pour certaines, des veines dedans, enfin, des veines, enfin, c'est quand même, on est dans une perfection de la reproduction, enfin, voilà, donc... Mais sans le bois. Comment? Mais sans le bois. Voilà, c'est de la mise en scène, quoi, voilà. Donc c'est du compressé, voilà, donc j'ai acheté des cadres, je fais de la photo, je donne à un ami qui m'a rendu beaucoup de services un cadre. Il est menuisier, ébéniste, un cadre en chêne, voilà. Et je l'ai acheté chez Leroy Merlin, 9,90, voilà. Et ben je n'ai même pas vu que c'était, il m'a dit, ça me fait plaisir pour la photo, mais il a gratté, il m'a dit, c'est juste une pellicule. Bah oui, à 9 €, je l'aurais bien dit, moi. En même temps, on se dit, bah ouais, c'est juste du papier, enfin, il m'a montré, enfin, il m'a dit, écoute... Mais tout a une valeur, enfin, je ne vous juge pas du tout, hein, mais... Non, mais je veux dire... Non, mais c'est parce que vous prenez un exemple, alors ça m'intéresse, mais je ne veux pas du tout vous attaquer vous, mais si un outil, enfin un cadre à 9 € en chaîne, ben ça n'existe pas. Il y a une couille dans le pâté, hein, je veux dire, on se doute bien qu'il y a quelque chose. Mais c'est valable pour tout, hein, ça. Mais bon, ça nous éloigne de notre scolite, parce que là, on parle dans le bois énergie et tout, c'est autre chose. Mais, enfin, voilà. Non, mais en plus, il y a une tromperie commerciale, parce que c'est pas du chêne, c'est une imitation, c'est une photo. Oui, ben 9 €. Non, mais... Vous croyez quoi, 9 € qu'on va vous avoir du chêne massif sculpté? C'est une tromperie, il faut le mettre à la direction de la concurrence et des prix, en disant qu'il y a une tromperie commerciale. Je vous laisse, oui. Mais c'est vrai que tout ça nous éloigne. Voilà. Donc la régénération naturelle, ça c'est vraiment importantissime, on a compris pourquoi. N'oublions pas, oui, quand même, toutes ces plantations d'office amènent une forêt écuyenne, on en a déjà parlé tantôt, et tous les préjudices que ça va poser à la société. Et là, ça nous amène vers un deuxième point qui est plus wallon, pour les Français, je ne sais pas, c'est que dans notre code forestier, vous pouvez bénéficier d'un abattement fiscal, c'est-à-dire ne pas payer les droits de succession sur votre forêt, et ça a été justifié par le fait que votre forêt rend des services écosystémiques à la société. Donc quand vous êtes un privé, vous ne payez pas de droits de succession sur le produit. Point. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est que, ok, pas de souci, si on prend cette justification-là, alors on met une forêt feuillue, mais en tout cas, une forêt feuillue mélangée. Là, ça peut se tenir. Une paissière écuyenne monospécifique ne rend pas ses services écosystémiques. Donc ça, premier point qu'on demande, c'est celle qui est
Nous, dans l'idéal, ça serait plus de plantation. C'est un idéal. Voilà, pourquoi pas. Vous allez me dire, vous êtes utopique. Bah, oui, peut-être. Mais si on ne l'est pas, si moi je ne le suis pas, bah vous serez, enfin, étant peut-être un petit peu, essayant d'ouvrir le débat, si nous on ne l'est pas, bah alors ça va être difficile à ouvrir plus le débat. Si on se retrouve chaque fois dans... Même chose pour ce qui est donc des abattements fiscaux. Demandez que si vous avez une paissière, mais ce n'est pas la société en entier qui doit supporter le... Je m'exprime mal. Si vous avez une paissière, il n'y a pas de raison que vous ne payez pas vos droits de succession, puisque la justification n'est pas valable. Donc ça, c'est... Je ne suis pas en France, ce qu'il en est. Ça, je ne connais pas votre code forestier. Il y a un abattement, en fait, à 75%, je crois. C'est qu'on ne paye que 25% de la valeur de la forêt en droit de succession. Donc là, s'il y a moyen d'intervenir là-dessus, je suis sûr que ça changera déjà beaucoup, hein, ça. Parce que il faut voir la justification, hein, mais le fait de ne plus avoir d'abattements fiscaux sur une forêt résineuse, mais oui, sur une forêt feuillue, ça va tout changer. Hein. Les essences indigènes. Bon, là, je ne vais pas me répéter, enfin, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais voilà. On nous annonce la fin du monde. Hein. Tous les arbres vont mourir, et patati et patata. On va aller chercher du cèdre, on va aller chercher des essences bien au sud, et elles sont bien adaptées à la sécheresse. Bon, ok, mais qui serait prêt à mettre vraiment ses sous à lui là-dedans? Parce que tout ça, en tout cas chez nous en Wallonie, on fait ça avec l'argent public. Hein. Qui ok, le cèdre résiste plus à la sécheresse que notre chêne indigène. Bon, faut voir l'étude, hein, disons, allez. On nous annonce plus de sécheresse, des épisodes climatiques plus compliqués, c'est vrai. Mais notre chêne, il a déjà quand même eu pas mal de... Génétiquement parlant, il est quand même assez bien adapté. C'est le plus adapté, il est en tout cas bien mieux adapté que ce cèdre qu'on irait chercher bien plus loin. On va venir avec ce cèdre, on va refaire comme cet épicéa, où finalement tout a foiré, ça c'est ce que nous dit l'histoire, et on va prendre le risque de notre potentiel génétique qui est présent à cet endroit-là, même si l'endroit change, c'est quand même celui qui est le plus adapté pour cet endroit-là. On va l'enlever, et après on n'aura même plus ce potentiel génétique, on n'aura plus rien. Et puis on va encore aller reprendre des autres espèces qu'on va aller voir. À un moment, il faut arrêter de déconner, il faut aussi mettre une ligne, je trouve, se dire, bon, ok, voilà, là, on arrête. On garde les essences indigènes. Et cette ligne peut aller loin, tout ça c'est discutable, mais il y a aussi beaucoup de... Dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a souvent 3 pistes qui sont proposées. La première, c'est d'aller chercher des essences dans le sud. La deuxième, c'est d'aller chercher les mêmes essences que chez nous, mais dans le sud aussi. Et la troisième, c'est de faire confiance à ce qu'il y a. Clairement, moi je fais confiance à ce qu'il y a. Alors je me trompe peut-être. Peut-être. Mais peut-être pas. Et celui qui va chercher du cèdre, il se trompe peut-être. Mais l'histoire nous dit certainement. Excusez-moi, mais la forêt wallonne a fait il y a quelques années, je l'ai plus en tête, une étude sur le dépérissement du chêne indigène. Il existe aussi bien sûr des chênes il y avait beaucoup de facteurs, notamment le facteur hydrique qui avait été mis en cause à l'époque selon. Alors quand vous dites qu'il n'y a plus que le chêne à se remettre, il n'y a plus que lui, ou moins c'est le fa du fa, il s'adaptera toujours, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, sinon je prends un chêne pour schématiser notre forêt. Oui, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Non, je suis d'accord avec vos études. Mais vos études, elles ont lieu dans un cadre sylvicole. C'est-à-dire qu'elles expliquaient, vous voyez bien, c'était dans les années 2000, 2005, 2010, elles expliquaient que le chêne allait, entre guillemets, disparaître. C'était la productivité, c'est la rentabilité économique de ce temps-là du chêne qui était mise en... Dépérissement. Oui, bien sûr. Et donc ce dépérissement... Vous êtes en train de confondre dépérissement et rentabilité. C'est deux choses totalement différentes. Ce dépérissement induisait une chute de rentabilité. Ah ben oui, voilà. Et donc cette chute de rentabilité, c'est la forêt de la rentabilité de l'instant T, donc juste avant, qui était mise en péril. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Croire que notre forêt actuelle
va garder un taux de rentabilité équivalent à celui d'il y a 20 ans, on se doute bien que c'est très peu probable. Mais, je reprendrai la phrase de tantôt, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'objectif maintenant, on en est arrivé à un point, c'est pas d'essayer que la forêt soit rentable. Le premier objectif, c'est d'avoir une forêt. Et on en est là. Et si elle n'est pas très rentable, bon, la rentabilité, c'est une deuxième chose. Pour l'instant, on essaie juste de tenir la forêt. Oui? Je voulais rebondir sur ce que vous avez proposé sur la migration assistée, hein, finalement, c'est comme ça que ça... En fait, quand on regarde nos forêts européennes ici, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement modifiées par les hommes. Hein. Les châtaigniers n'étaient peut-être pas là il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont été apportés par les Romains de Dieu sait où à une époque, comme la plupart des arbres qu'on a dans nos forêts. Et quand on s'amuse par la génétique à retracer l'histoire, l'origine des arbres, on a parfois des sacrées surprises en fait. On croit qu'un arbre est autochtone et puis en fait on s'aperçoit qu'il est parfois même passé par les États-Unis avant de nous revenir, après avoir sauté des étapes et finalement il est plus proche de ce qu'on pourrait imaginer du sud que... Enfin bref, on a des très grosses surprises. Donc c'est vrai que quand vous rejetez en bloc tout ce qui ne serait pas de la régénération naturelle, moi je me dis que finalement peut-être qu'aujourd'hui avec ce qu'on peut savoir sur les études génétiques, et sachant les surprises qu'on a eues, hein, les évidences qui n'étaient pas si évidentes que ça qu'on a découvert dans les génomes, il n'y a peut-être pas de grand danger d'amener une migration d'essences identiques avec leur cortège écosystémique, hein, je dirais, parce que c'est ça, c'est un écosystème, une forêt. C'est sûr que si on prend un arbre qui arrive tout seul, mais sans son cortège d'espèces associées, c'est embêtant. Si on prend une essence qui est finalement très proche, en tout cas même la même, mais d'une autre origine, elle arrive avec un cortège quelque part qui est cohérent, il n'y a pas de raison que ce soit... enfin, ça peut être, à mon avis, un plus et pas forcément systématiquement un moins. En mélange et en juste un petit truc à propos de cortège. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai lu qu'il y a quand même des études qui tendraient à prouver que la cale à rose aurait été introduite avec le frêne de Mandchourie, qui est arrivé du coup avec une partie de son cortège. Très très loin. Oui, mais n'empêche que voilà, on a introduit une espèce exotique avec une partie de son cortège, qui était notamment ce champignon, qui est en train de tuer tous les frênes d'Europe. Oui, les frênes se mettent à résister aussi. Mais celui-là, il venait de Mandchourie. Moi, je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne, je veux dire des endroits où finalement les échanges sont faits. En fait, c'est vrai, on en parle souvent. Enfin, c'est comme avec le Covid, en fait. Hein. Le virus, il ne s'arrête pas des régions. Si on a mis des régions parfois sous confinement et pas d'autres, c'est que c'est possible, et c'est comme avec le porc, c'est comme avec tout le transport d'animaux, d'espèces, en fait. On peut très bien d'une région à l'autre, même si c'est des hêtres de France, des frênes de France, des châtaigniers de France, s'il y a un champignon dedans, qu'on le prenne du sud de la France, au nord de la France, ou même de régions parisiennes, ou dans le Jura, etc., ça peut se transporter. Enfin... Tout à fait, mais ça, on le fait depuis très longtemps. Les tomates viennent d'Amérique. D'accord, mais... Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue ça après. Parce que là, j'ai 10 minutes, il y a plus de 2 choses à dire. Voilà. Donc là, promouvoir... Ça valide complètement ce que dit la dame. Il y a une chose, c'est l'exemple du lycéen. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on réagit. Voilà. C'est que vous ne dormez pas. Alors, la troisième, donc un autre point, c'est, là on en a parlé, donc je vais passer vite là-dessus, la sylviculture, promouvoir une sylviculture, promouvoir de façon assez active en fait, hein, une sylviculture respectueuse de l'environnement, respectueuse d'un maximum de naturalité. C'est une sylviculture, donc c'est une façon de cultiver la forêt, c'est pas la libre évolution. Une méthode sylvicole, on a la chance, on a ProSylva. Alors ProSylva, on peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, c'est ce qui va le plus permettre de développer la naturalité. C'est sûr que techniquement, c'est plus compliqué, mais il me semble qu'un forestier apprécie cette technicité. Maintenant, ce qu'on avait dit ce matin, et là ça me semble une évidence, c'est que pour développer ProSylva, il faut diminuer la superficie des triages. Ça c'est clair. On ne peut pas demander non plus à une personne de faire ce qu'une personne ne sait pas faire sur son temps de travail. Ou qu'il en faudrait 4. Quoi. Deuxième chose... Comment ? Attends, je posais 3 points et puis après on discute, c'est plus mon temps.
Voilà, alors encore donc l'avant-dernier point, maintenir les arbres scolytés sur place. En Wallonie, il y a une obligation de les enlever. Si on les enlève, on se prive de la régénération naturelle qui est en dessous. Comme de toute façon, quand l'arbre est scolyté, le scolyte est déjà parti, la colonisation a déjà eu lieu, n'aura pas d'impact ou faible en tout cas. Donc laissons-les et permettons à la régénération naturelle qui est en dessous de se développer. Et là, ce qu'on dit, c'est on ne doit pas donner l'obligation de laisser les épicéas scolytés, mais permettre la possibilité de celui qui ne veut pas les exploiter, de les laisser. Et la dernière chose, c'est en fait le plus important, mais c'est le plus long aussi, c'est un investissement sur la longueur. Clairement, pour chez nous, en tout cas en Wallonie, vous j'en sais rien, il faut qu'on revoie l'enseignement de la sylviculture. Il va falloir s'attaquer à ça à un moment. Ça n'est plus possible en fait. La sylviculture avance d'une certaine façon, l'enseignement est toujours basé sur des règles assez anciennes. Il va falloir faire une grande mise à jour là-dedans. De la sylviculture en général en fait, hein, et de l'enseignement hein, de la sylviculture. Nous, clairement, en Wallonie, on a eu l'âge d'or de la sylviculture dans les années 1900, 1920. On était vraiment super fort et on vit toujours sur cet acquis-là. Mais c'était il y a 100 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation? Tout à l'heure, on parlait des chasseurs. J'ai un ami qui est allemand, bavarois. Il m'a dit, en Allemagne, le permis de chasse, c'est plus dur que le bac. Voilà. Et, non, je ne sais pas, je ne suis pas à même de juger, j'en sais rien du tout. Hein, je ne sais pas quel bac il a passé. Si on veut faire un restaurant, il faut un CAP. Si on veut être coiffeur, il faut un CAP. Et si on veut enseigner à des apprentis, il faut un BEP. Enfin, il faut une formation. Aujourd'hui, il y a plein de propriétaires qui ne connaissent rien. Enfin, c'est de l'héritage, c'est de la troisième main. Enfin, je veux dire, et comment on peut avoir une réflexion si on ne sait pas? Je vous donne mon appareil photo, vous n'avez jamais fait un cours. Comment? Ils se font aider par le CRPF. Oui, mais pourquoi il n'y a pas aussi une formation à avoir? Je laisserai le débat pour après. Voilà. Alors, voilà, donc je conclue ici. Voilà. Je vous remercie. Et alors, ceux qui désirent le dossier, il n'y a pas de souci, mais si vous le prenez, vous devez le lire. Et l'idéal, pour nous soutenir, c'est vous le prenez, vous le lisez, et vous le passez à quelqu'un qui le lit aussi. Et puis après, vous allez sur Internet et sur Facebook, et vous avez vu, vous prenez notre dossier, vous l'envoyez à tout le monde, et vous le disséminez. C'est gratuit. Vous voulez nous soutenir, c'est ça. Je vous remercie. Là, on fait des dédicaces.